Bonjour François. Bonjour Franck. Eh bien, un grand merci de nous donner de ton temps. Je sais que tu es très occupé, donc c'est un honneur que tu nous consacres un peu de temps pour parler de ton histoire, de ta vie, et puis de ce nouveau livre, Nuances, que tu viens, je crois qu'il est sorti en mars, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça, début mars. Et Mm. alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc je suis François Bourgognon, je suis psychiatre, psychothérapeute. Je travaille à Nancy. Voilà, donc là, actuellement, je travaille dans un centre de lutte contre le cancer. Et voilà, et donc je suis très spécialisé dans tout ce qui va être approche méditative en santé et dans le modèle psychothérapique qui s'inscrit dans le prolongement de cette approche, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement que tu connais bien. Merci beaucoup. Et alors, comme tu sais, cette chaîne s'appelle Pause Consciente. Et du coup, est-ce que par hasard, tu aurais des exemples de pauses conscientes dans ta vie, des moments où tu as eu des prises de conscience, des moments qui ont été un peu des, on pourrait dire, des déclics sur des grands changements de cap? Bah, il y a eu trois moments en fait qui sont vraiment qui étaient très proches en fait les uns des autres. C'était presque une séquence. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que bon, moi je me suis ouvert vraiment à l'approche méditative à travers mon métier. Hein. J'avais pas d'affinité particulière au départ pour tout ce qui était tradition orientale. Enfin voilà, j'ai pas fait de voyage qui m'a à un moment percuté. Donc la méditation, moi je me souviens très bien parce que donc au départ je suis cognitivo-comportementaliste, donc ça c'est mon école psychothérapique. Et la méditation, elle est arrivée vraiment beaucoup à travers cette école-là dans un registre psychothérapique. Et c'était il y a bien 13-14 ans maintenant. Et on a commencé vraiment à beaucoup parler de méditation grâce au programme MBCT, hein, donc thérapie cognitive basée sur la méditation, pour les patients qui font des dépressions récurrentes. Et donc le premier livre qui a été traduit en français, si je ne dis pas de bêtises, c'était Méditer pour ne plus déprimer. Et donc je m'étais tout de suite rué dessus parce que j'avais vraiment envie de m'éclairer sur cette approche dont on entendait beaucoup de bien. Quand j'ai commencé à lire ce livre, donc il était fourni avec un CD de méditation, et j'ai tout de suite voulu essayer la méditation, et j'ai pratiqué un body scan. Et alors à ce moment-là, en fait, ça a été vraiment une révélation, pour pas dire une révolution sur le plan personnel, parce que finalement, quand j'ai pratiqué ce premier body scan, en fait, j'étais à un moment de ma vie, donc j'étais chef de clinique, ça veut dire que ben, dans le parcours d'un médecin, il y a l'internat, et puis après, on peut continuer sur 2 années supplémentaires avant de devenir praticien hospitalier ou d'aller s'installer en libéral. Et ces 2 années-là sont généralement, donc on dit que c'est un clinica. C'est un moment où en fait, on est très actif et on a beaucoup de missions. Des missions de recherche, des missions d'enseignement, des missions cliniques. Et donc à ce moment-là, j'étais vraiment, vraiment surbooké. Et je me rappelle avoir un peu perdu vraiment le contact avec le moment présent et avec mon expérience. Et d'ailleurs, je me souviens même m'être dit que je me rendais compte en fait que j'étais à un moment où j'avais vraiment perdu la sensation de présence physique en fait. C'est-à-dire que il y a les couleurs étaient moins vives, tout était un peu lissé comme ça. Il y avait plus grand-chose que j'accrochais en termes de sensations en fait. Et donc c'est assez mauvais signe quand on en est là, parce que ça veut vraiment dire qu'on est pris dans un tel mouvement que voilà, on n'est plus du tout dans l'expérience. Et le fait de faire un body scan, donc quand on fait un body scan, c'est vraiment, on explore le corps partie par partie, on le réinvestit massivement, attentionnellement. Et alors moi, ça a été spectaculaire parce que d'un coup, je me suis retrouvé en contact avec mon corps. J'ai retrouvé mon corps en fait. J'ai retrouvé la sensation d'être en vie. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui vont dire la méditation, moi, ça a changé ma vie. Bah, moi, c'est encore pire que ça. En fait, moi, la méditation, ça m'a redonné la sensation d'être en vie. C'est D'une certaine encore mieux façon. que ça. Encore mieux que ça. Oui, c'est ça, c'est pas pire, c'est encore mieux. C'est encore mieux, c'est-à-dire que je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le frein. J'ai trouvé le frein, je sais comment faire à un moment pour revenir dans mon expérience et renouer avec la sensation d'être en vie. Et ça a été déjà vraiment un premier, une première prise de contact qui a été tout de suite spectaculaire en fait avec la méditation. Et donc voilà, donc il y a eu ce premier moment. Et puis vraiment peu de temps après, très très peu de temps après, en surfant sur Internet, je suis tombé sur un article qui était consacré à une infirmière australienne qui s'appelle Bronnie Ware, qui est une infirmière qui a travaillé pendant des années dans un service de soins palliatifs.
Donc, elle était auprès de patients qui étaient dans les 6 à 3 derniers mois de leur vie. Et elle leur a posé systématiquement la question, qu'est-ce que vous regrettez le plus dans votre vie? Et elle s'est rendue compte que finalement, les regrets en fin de vie étaient très stéréotypés et qu'elle retombait finalement sur des choses toujours assez semblables, ce qui était assez étonnant parce qu'elle ne s'y attendait pas. Et donc, elle a dressé comme ça le top 5 des regrets en fin de vie. Et donc, le top 5 des regrets en fin de vie, je vais te le donner. Donc, numéro 5, c'est j'aurais aimé me donner les moyens d'être plus heureux. Donc, entendu comme la prise de conscience sur son lit de mort que finalement, d'être heureux, c'est quelque chose qui nécessite qu'on s'y engage activement et que ça ne nous tombe pas dessus par hasard. Et qu'en fait, ce qui a beaucoup commandé l'existence, finalement, c'était la recherche de confort plutôt que la recherche d'accomplissement. Or, être heureux et être confortable, c'est pas du tout la même chose. Et finalement, être heureux nécessite même que l'on soit en mesure d'embrasser de façon totalement incompressible une certaine dose d'inconfort. Et alors Donc, ça, je ouais, trouve ça très intéressant et c'est très lié d'ailleurs à la thérapie ACT. Parce que finalement, dans absolument, la thérapie ACT, il y a l'idée de clarifier ses valeurs pour ensuite aller vers ces valeurs en acceptant que quand on est sur le chemin d'aller vers ces valeurs, on va peut-être vivre des choses désagréables. tout à fait. Et donc parfois, quelque chose qui donne du sens, ça passe par une expérience désagréable. Et à l'inverse, quelque chose qui est agréable, parfois, ça ne nous donne pas de sens, ça n'émerveille pas la vie finalement. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement, c'est vraiment le point de départ de la thérapie ACT. C'est un moment de considérer que finalement, plutôt que de chercher en permanence à être confortable, alors que bon, quand on est un être humain, c'est ce qu'on appelle ça l'inconfort d'exister, hein, c'est-à-dire à un moment, on ne peut pas échapper au fait de ressentir des émotions pénibles ou des pensées négatives ou de la douleur. Finalement, plutôt que de chercher en permanence à échapper à tout ça, finalement, il y a mieux à faire et ce mieux à faire, c'est de mettre notre énergie pour avancer en direction de nos valeurs et donc d'une vie qui a du sens. Donc ça, c'est le regret numéro 5. Le regret numéro 4, c'est j'aurais aimé rester en contact avec beaucoup de mes amis que j'ai perdus. Regret numéro 3, c'est j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Regret numéro 2, j'aurais aimé ne pas avoir travaillé autant. Et regret numéro un, celui qui revient le plus souvent, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie en accord avec moi-même et non une vie conforme aux attentes des autres. Ce qui, d'une certaine façon, rejoint un peu le regret numéro 5. Et moi, quand j'ai lu cette série enfin, ce top 5 des regrets en fin de vie, ça m'a percuté de plein fouet parce que je me suis dit, mais si je mourais demain, si je devais mourir demain, je crois que je dirais exactement ça. Et ça a été vraiment la prise de conscience, mais brutale, que j'étais complètement à côté d'une vie qui avait du sens pour moi à ce moment-là, en fait. Ou en tout cas, j'étais un peu à côté de mes valeurs. On va dire ça comme ça. Je n'étais pas non plus totalement déconnecté, mais j'étais quand même pas totalement relié et connexe avec ce que j'estimais avoir du sens. Et donc, ça a été le point de départ pour moi de prise de décision qui m'ont permis de réorienter très utilement certains choix et d'être beaucoup plus en phase. Si je rencontrais mon moi de l'époque, je le remercierais d'avoir pris les décisions qu'il a prises à ce moment-là, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je suis très très content d'avoir pris ces décisions-là. Est-ce que tu peux partager une des décisions ou est-ce que c'est privé? Oui, bah, par exemple, ça a été, bah, en fait, ça a été, par exemple, le fait de revoir complètement et mon mode d'exercice, parce qu'à l'époque, j'étais en exercice libéral, et notre lieu de vie avec mon épouse et mes enfants, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment à un endroit dans lequel je ne me sentais pas du tout en phase, en fait, sur le plan humain, sur le plan relationnel, sur le plan des valeurs. Donc à ce moment-là, et mon épouse aussi, euh, c'est ce qui fait qu'en fait, on a pu réorienter très facilement ensemble. Bah, très facilement. Bien évidemment, en fait, c'est pas facile hein, de revoir complètement son lieu de vie et son mode d'exercice. Ça demande des efforts. Mais vu qu'on était totalement alignés, mon épouse et moi, sur ces choix-là, on a pu vraiment faire corps et réorienter notre vie à ce moment-là. Et donc, du coup, voilà, on a déménagé à 800 km et j'ai complètement changé de mode d'exercice et la façon voilà, dont j'investis mon métier. Ok, merci. Voilà, et puis regret, et donc la troisième prise de conscience, en fait, ça a été bah, au moment où je me suis véritablement ouvert à la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc tout ça, en fait, ça s'est fait vraiment, on va dire, sur l'espace de 2 3 ans, hein.
Donc le temps de me former à l'approche méditative, voilà, de m'éveiller à la thérapie ACT, etc. Et donc c'est la notion d'acceptation active en fait qui a été véritablement un changement. C'est de comprendre que l'acceptation, ce n'est pas la résignation, ce n'est pas être d'accord avec, parce que souvent on entend ça quand on entend le mot il faut accepter. Souvent on entend bon bah si j'accepte, c'est que je suis d'accord avec, ou alors si j'accepte, c'est que je baisse les bras. Et en fait, c'est de comprendre qu'à un moment, en fait, c'est une stratégie, c'est véritablement stratégique, l'acceptation, et que c'est une stratégie active. Et que la lutte n'est pas nécessairement toujours la bonne réponse. Savoir que, bien évidemment, il faut savoir lutter là où ça a un sens de le faire, mais que dans certaines situations, et c'est souvent celle qui pose beaucoup de problèmes, il y a une part de la réalité avec laquelle il faut faire. Et tout ce qu'on mettra en place pour essayer de lutter contre ou de l'éviter équivaudra à en plus se tirer une balle dans le pied. Hmm. Donc, voilà, comprendre la notion d'acceptation en tant que stratégie active et en tant que processus psychologique et qui peut avoir des vertus immensément thérapeutiques pour pouvoir traverser des moments particulièrement turbulents, de véritables tempêtes. Voilà, voilà, à la fois être capable de changer de vitesse mentale avec la méditation et se renouer avec une forme de présence attentionnelle et de sensation de présence physique, le fait de se rapprocher de ses valeurs aussi en se rappelant à notre finitude, et puis le fait d'intégrer la notion d'acceptation active comme quelque chose de stratégique, moi, ces trois moments-là ont été vraiment des moments de révolution personnelle. Et finalement, on retrouve les grands ingrédients de la thérapie d'acceptation et d'engagement, après, qui va proposer de modéliser ces trois grands aspects-là et d'en faire, de les amener de façon intégrée dans un tout cohérent et pour pouvoir ensuite aborder des difficultés émotionnelles et psychologiques et pouvoir essayer justement de dénouer dans des cadres psychothérapiques des problématiques de patients. Donc c'est pour ça aussi que moi je suis complètement tombé dans l'acte, parce qu'en fait quand j'ai rencontré l'acte, finalement tout me parlait et j'avais fait l'expérience de tout ça, quoi. Eh ben, un grand merci pour ces explications. Alors, ça me fait sourire parce que tu commençais en disant que toi, tu n'avais pas fait un voyage au Népal ou autre, parce que c'est un peu le cliché, effectivement. La Ouais. méditation, c'est un peu ce cliché. Et moi, pour le coup, je suis dans ce cliché. C'est-à-dire que pour le coup, j'adorais le Japon. Alors, voilà, les jeux vidéo qui sont liés au Japon. Donc, je faisais du karaté. Voilà, tout était complètement lié. Et en fait, ce que je trouve très intéressant par rapport à ton parcours, c'est que moi, j'ai pratiqué facile une dizaine d'années le bouddhisme tibétain, Ouais. en suivant des maîtres. Et en fait, quand j'ai découvert MBSR et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'acte, en fait, c'est là où j'ai redécouvert mon corps. Et donc, j'en reviens à ce que tu disais, parce que ce qui est rigolo, c'est que pour moi, dans la méditation tibétaine, et je précise bien tibétaine, parce qu'il y a des formes de méditation, en fait, c'est très mental finalement, parce que du coup, quand on récite des mantras, quand on fait Mm. des visualisations, quand on lit des textes, bah, tout ça, on est quand même là-haut. Et du coup, on n'est pas beaucoup dans son corps. Et en fait, pour moi, qui était un Parisien geek, qui joue aux jeux vidéo, qui regardait Netflix, bah, finalement, si les moments où je partais en retraite pour lire, visualiser et réciter, j'étais encore là-haut. Et en fait, quand j'ai découvert du coup MBSR et que là j'ai eu un retour au corps, donc c'est ce que tu disais, aux sensations, Ouais. j'ai eu la chance de faire MBSR avec Laurence Bibas, qui est vraiment une femme solaire extraordinaire. Et en fait, j'ai été en colère face à mes maîtres parce que je me disais, mais en fait, là, ça fait 10 ans que je pratique, mais j'étais déconnecté de mon corps. J'étais complètement là-haut. Et maintenant, le temps a passé, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des formes de bouddhisme et qu'effectivement, il y a des bouddhismes qui seront dans la discipline, d'autres qui seront beaucoup dans la compassion, d'autres qui seront beaucoup justement avec analytique et d'autres qui seront dans le corps. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un peu comme la thérapie acte, c'est qu'il y a des formes de bouddhisme qui ne vont pas forcément convenir à tout le monde parce qu'en fonction de sa nature, de ses comportements, moi, typiquement, à la fin, je suis allé faire Vipassana, donc dans le Theravada, donc les fameux 10 jours en silence, 11 heures de Ouais. pratique par jour. Et pour moi, c'était génial. Parce que là, pendant 11 heures, je revenais dans mon corps. Mm. Alors que d'autres personnes, ils pourraient se faire mal, typiquement dans le Theravada. Et voilà. Et donc, je trouvais ça marrant de voir qu'il y avait une similitude avec ton parcours de la redécouverte de son corps. Toi, parce que tu venais d'un esprit universitaire, d'études, où finalement c'est très cérébral. Et finalement, moi, je faisais quand même ce parallèle, le bouddhisme tibétain, c'est quand même assez mental.
Et voilà, donc je trouve ça marrant de voir que finalement, toi, tu venais du milieu universitaire, mais Ouais. finalement, l'expérience était un peu la même. Oui, tout à fait, tout à fait. Finalement, c'est là qu'on voit que finalement cette notion d'attention au moment présent, même si c'est amené de façon totalement, comment dire, technique et pas forcément, on va dire, très maillé avec tout un argumentaire philosophique ou spirituel, déjà, ça peut déjà apporter beaucoup, en fait. Ça peut déjà apporter beaucoup. Et nous, justement, en médecine, on l'a récupéré hein, de façon assez vraiment, on entend la méditation. Pour faire simple, c'est un entraînement de l'attention. Cet entraînement de l'attention, après, il va être au service comment dire, de la compréhension de comment certaines difficultés psychologiques fonctionnent et comment les dénouer et comment entraîner certains processus. Mais même amené de cette façon-là, en fait, on voit que sur une simple pratique, dès la première, il peut se passer déjà un truc assez révolutionnaire pour un individu. Et comment ça s'est passé avec tes collègues qui ont eu les mêmes formations que toi, donc très analytiques, heu, est-ce que tu as pu partager un petit peu cette expérience? Moi, ce que je dis souvent dans le cadre de mes formations, c'est que, parce que, alors, si tu veux, j'enseigne la méditation en tant qu'approche thérapeutique, donc vraiment de façon très cadrée. Donc, j'enseigne ça à des soignants. Ça fait des années, ça fait presque 10 ans maintenant que très régulièrement, j'anime des formations et des sessions dédiées aux soignants. Euh, donc, j'ai tout type de soignants. Des médecins généralistes, des infirmières, des kinésithérapeutes, des psys, alors psychologues, psychiatres, parfois des sages-femmes, bref, tout type de professionnels de santé. Les pires, c'est les psys. Parce que les psys, ils sont tout le temps dans en fait l'élaboration intellectuelle, l'interprétation, le pourquoi et pourquoi ça se passe comme ça, etc. Donc en fait, donc je blague hein, parce que je m'inclus bien évidemment dedans, hein. Mais c'est quand même une certaine réalité, quoi. C'est-à-dire que voilà, pour désarmer cette tendance à être tout le temps dans l'élaboration mentale, on voit bien qu'il y a une forme de surentraînement chez les psys, quoi. Donc, mais bon, alors ce qui est très étonnant aussi, c'est que donc moi je suis de l'école cognitivo-comportementale, donc bah, je croise beaucoup de collègues qui sont de cette école-là, mais je croise aussi beaucoup de collègues qui sont d'écoles totalement différentes, dont des Alors, psychanalystes. excuse-moi, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est que l'école cognitivo-comportementtementale? Oui, bah, en fait, il y a différentes façons d'appréhender la vie psychique et donc de proposer des outils psychothérapiques, hein. C'est des modèles, en fait, qui vont... Donc, la psychanalyse est un modèle, les thérapies comportementales et cognitives en sont un autre. Il y a aussi tout le mouvement de la psychologie positive qui s'intéresse à ce qui va rendre un être humain résilient, heureux, accompli, plutôt que de s'intéresser à comment résoudre des problèmes, c'est comment augmenter voilà, ce qui fonctionne. Donc bref, il y a plein de modèles. Et puis après, il y a des écoles aussi qui s'entendent pas très bien entre elles. Et donc les cognitivo-comportementalistes et les psychanalystes, historiquement, c'est quand même pas les deux écoles qui s'entendent le mieux. Et en fait, j'ai croisé plein de gens qui venaient de la psychanalyse et avec qui on a plein de choses à se raconter et plein de points de convergence en fait. Et c'est ça qui est assez passionnant aussi, c'est que finalement, depuis que je me suis ouvert à cette approche et que je mets beaucoup d'énergie à essayer de la transmettre, en fait, je me suis rendu compte que voilà, on avait plein de points de convergence en fait, on en arrive même finalement à une époque où presque quel que soit nos modèles de départ, on voit qu'on a tendance à converger finalement par des processus, vers des processus communs. Alors, on n'y arrive pas nécessairement avec le même argumentaire théorique, ni dans la même ambiance, mais en fait, on voit bien que ceux qui travaillent en hypnose, en psychanalyse ou en thérapie acte, méditation, qu'on va arriver quand même pas loin autour de cette notion d'acceptation, d'engagement de l'énergie au service de ce qui a du sens. Enfin voilà, on retrouve quand même. Voilà, après, il y a une façon de l'amener et puis il y a des modèles qui nous parlent plus ou moins. Mais voilà, il y a quand même des points de convergence. Et à la fois, c'est assez fascinant et très rassurant, quoi, parce que finalement, on se dit que on a quand même peut-être mis le doigt sur des choses assez opérantes, assez opérantes. Oui, dans le bouddhisme, on appelle ça les moyens habiles, en fait.
ce que Ouais. tu appelles ces modèles. Et finalement, il y a des grilles de lecture. Et effectivement, que ça soit le Theravada, que ça soit le Zen, que ça soit le Vajrayana, en fait, il y a différents véhicules en Ouais. fonction des personnalités, en fonction des cultures. Et donc, il y en a qui vont insister plus sur la posture, sur la discipline, d'autres sur les enseignements, sur les textes, et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant de voir que Mm. le, on va dire que le but final est le même, mais les voies sont très différentes en fonction des sensibilités. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Eh ben, écoute, moi, c'est pareil, je me passionne de ces différences et des points de convergence. Alors moi, je le dirais un peu avec d'autres mots d'ailleurs, je suis peut-être un petit peu plus, dur, c'est que j'aime bien parler des limites des systèmes. Et donc je prenais l'exemple tout à l'heure, typiquement le bouddhisme tibétain, qui est quand même très cérébral. Quelqu'un qui est peu dans son corps, bah, c'est une limite parce que ça risque de faire du mal à cette personne. C'est la personne si elle a besoin de se reconnecter. Pareil, quelqu'un qui manque d'amour propre, d'amour de soi, et pas d'orgueil, hein, mais bien d'amour de soi, de lire des enseignements où toute la journée on dit moi, ma vie n'a aucune importance, tout ce qui compte c'est la vie des autres, ça peut être compliqué à entendre. Mm. Et donc c'est là aussi où les voies qui sont choisies, parfois ça nécessite un petit peu de recadrer pour se dire mais ok, mais en fait dans mon cas à moi, peut-être que je devrais d'abord prendre soin de moi. Et d'ailleurs ce qui m'a passionné, c'est de voir que dans MBSR, depuis maintenant quelques années, il y a tout un mouvement qui rajoute de l'autocompassion. Tout à Avec, fait. avec une compréhension que ça ne suffit pas de travailler sur ses émotions, il y a un moment, il faut aussi développer ça. Et donc il y a même des programmes maintenant qui existent en 8 semaines autour de l'autocompassion. Tout à fait. Tout à fait, les approches compassionnelles sont vraiment en développement, hein. C'est presque l'étape d'après, en fait. Et on voit bien aussi, même auprès des patients, à quel point la notion de bienveillance, ne serait-ce que d'amener la notion de bienveillance envers soi et d'arriver à considérer que de prendre soin de soi, ce n'est pas coupable ou ce n'est pas égoïste, mais c'est simplement pragmatique pour pouvoir fonctionner au mieux et être au mieux au service de ses valeurs. Donc moi qui travaille en cancérologie, en fait, je suis très souvent confronté à des personnes qui ont beaucoup de mal en fait à entendre qu'elles doivent prendre soin d'elles et qui, en fait, en plus de la maladie, voudraient continuer de répondre à tout un ensemble de sollicitations externes comme avant. Et bien évidemment, ce type d'attitude-là, non seulement ne permet pas de prendre soin de soi, mais fait le lit de l'épuisement et bien souvent, très souvent, rajouter on va dire, du malheur au malheur, parce que quand on est épuisé, on gère beaucoup moins bien ses émotions, la douleur nous envahit, et parfois on contacte des moments très très troubles. Donc voilà, prendre soin de soi, être bienveillant envers soi. C'est aussi ce qu'on dit parfois quand on anime les groupes de méditation à l'hôpital, c'est au moins les 2 heures où on est ensemble, au moins ces 2 heures-là, est-ce que vous pourriez essayer d'être un ami pour vous? Au moins sur ces 2 heures-là, qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer? Voilà. Oui, finalement, c'est un peu comme on dit dans les accidents d'avion, la première chose à faire, c'est de se mettre le masque à oxygène. Et Tout c'est à pas de fait, l'égoïsme, c'est qu'on prend tout à d'abord soin fait. de soi avant de le donner à ses enfants. Absolument, parce que si les parents tombent, après, il n'y a plus personne pour s'occuper des enfants. Donc même pour être au service des autres, c'est pragmatique de s'occuper de soi. Et Donc, alors, en plus de l'autocompassion, j'ai la chance d'animer aussi des groupes, et en ce moment beaucoup avec des travailleurs sociaux, du personnel soignant. Et très souvent, alors surtout pour les travailleurs sociaux qui travaillent par exemple avec les migrants, en fait, ce qui est très compliqué pour eux, c'est que même s'ils trouvent par exemple une maison d'accueil, une famille d'accueil pour un migrant, en fait, tout de suite, ils pensent à tous les autres qui n'en ont pas. Et du coup, il y a une notion qui est très compliquée, c'est la réjouissance. La réjouissance de déjà avoir réussi, en fait, de voir le verre à moitié plein. Et est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi, toi, par rapport à tes collègues, quand vous êtes dans des services et qu'il faut soigner des gens, est-ce que vous arrivez quand même à être dans le fait d'honorer des moments et d'avoir de la réjouissance pour ah ça y est, il va mieux, ah ça y est, il s'est passé ça, ok, on prend un petit peu de temps pour honorer ce moment. je ne sais pas si on le fait de façon très formalisée, mais il y a des moments où on accuse réception du fait qu'il y a des choses qui se passent bien. C'est des moments extrêmement heureux dans la vie d'un soignant. C'est quand en fait on peut dire à un patient, écoutez, Hmm. c'est bon. Je crois on peut mettre en suspens le fait de se voir et vous pouvez reprendre votre chemin. C'est exactement pour ça qu'on fait le métier qu'on fait. C'est pour que les gens n'aient plus besoin de nous en fait. Donc quand ça arrive, c'est magique, c'est magique. Euh, Après, voilà, après, bon, actuellement, c'est certain qu'on est dans un contexte très particulier au niveau soignant.
le système de santé va pas bien, on est tous extrêmement pressurisés. Dans les centres de cancérologie, ça échappe pas non plus, hein. On a des manques de personnel, il y a des tensions, le contexte sociétal fait que c'est tendu. Donc voilà, donc effectivement, alors de plus en plus, on en parlera peut-être après, mais justement, on est sur une réflexion aussi sur comment apporter des outils de régulation du stress on va dire, qui nous permettent justement de rester en lien avec nos valeurs fondamentales pour justement continuer d'avancer au mieux sur le chemin de notre vocation et aussi de ne pas nous épuiser, parce qu'un soignant épuisé n'est plus bon à rien ni à personne. Donc voilà, essayer de rester debout et de continuer d'avancer dans la bonne direction. Merci, et par rapport à ce mot «valeur» que tu utilises, alors je le connais Oui, parce qu'en acte, on l'utilise beaucoup. Est-ce que tu pourrais donner une petite définition pour les gens qui oui. connaissent pas? Moi très souvent, je remplace, quand je parle de valeur aux gens qui connaissent pas très bien, je dis ce que j'estime être juste, beau et bon. Voilà, juste, beau et bon, c'est-à-dire c'est les grandes orientations que porte notre cœur et qui, quand on agit en phase avec cela, on a un sentiment d'accomplissement et d'alignement. Et ça, c'est quand même le meilleur moyen de cheminer vers une vie qui nous rend heureux, parce que c'est ce que disait Camus, hein, qu'est-ce que le bonheur si ce n'est d'être en phase avec ce que porte notre cœur. Il le disait peut-être pas tout à fait comme ça, mais c'est ça qu'il voulait Mmh. dire. Euh, et euh, voilà, donc ce que j'estime être juste, beau et bon, que c'est pas mal comme définition. J'aime beaucoup, je pense que je la Ouais, réutiliserai parce que moi souvent, quand je reformule, je dis: «Est-ce que vous pouvez lister les choses qui donnent du sens à votre vie?» Quand vous vous mm, couchez le soir, vous dites: «Ah là, c'est une journée qui a eu du sens», et là, et ouais, quel type de journées ont du sens? mm. Mais je reprendrai ce juste, beau et bon. Et bon, ouais, juste, beau et bon. Et c'est à chacun de déterminer ce qu'il estime être juste, beau et bon pour lui. Ça aussi comment dire, avec les valeurs, il n'y a absolument rien de. Il y a pas de morale. Alors voilà, il n'y a pas de notion de morale ni de notion de consensus en fait, hein. C'est à chacun de déterminer. Alors il se trouve que quand on est un être humain, bon, moi, ce que je crois, c'est que l'humanité, c'est une courbe de gosse, hein. Donc, on va dire que le gros d'entre nous, on va retomber sur des valeurs qui sont plutôt des valeurs tournées vers l'altruisme, l'entraide, la transmission. Mais il va y avoir des nuances, et il va y avoir des nuances à la fois de quelles sont vraiment les valeurs qui m'habitent fondamentalement et dans la hiérarchie, hein. Il y a des personnes qui vont être vraiment, vraiment, vraiment complètement alignés sur des valeurs de justice et d'autres, ça va plutôt être sur des valeurs d'altruisme. Donc, c'est vraiment à chacun de dire voilà, quelle valeur il porte fondamentalement et quelle est sa propre hiérarchie. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors on pourrait en discuter pendant des heures, mais je fais attention quand même au temps. On pourrait, basculer tranquillement sur ton dernier livre. Alors je sais que Ouais, tu as écrit beaucoup de livres, tu fais partie un peu des pères de l'acte. Et alors gentil. ton dernier, si, si, parce que, en plus j'avais parlé de toi à plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit: «Oh là là, mais François il est génial et tout». Enfin c'est donc visiblement tu fais vraiment partie des pontes de de l'acte. Bon, Donc bon, bon. je te le dis si tu n'étais pas au courant. Ouais, alors j'avais réussi à dissoudre mon ego, mais ça y est, là, c'est reparti du coup. Faut que je médite. Et alors ce dernier livre qui s'appelle Nuance, Ouais, avec un S, 15 distinctions essentielles pour avancer sur le chemin d'une vie qui a du sens. Est-ce que ouais. tu pourrais nous parler de l'origine de ce livre? Oui, ben nuance, en fait, en fait, j'ai souvent observé dans le cadre de mes consultations, finalement, que je m'entendais souvent dire, dans le cadre de consultations, attention, il y a une différence entre tel concept et tel concept. Parce qu'en fait, souvent, il y a des nuances, il y a des notions comme ça qu'on confond. Et il y en a qui sont assez fréquentes et que si on les confond, ça risque de nous mettre vraiment en difficulté. Pourquoi? Ben parce que ça va nous mettre en porte-à-faux avec la réalité. Ça induit une mauvaise lecture de comment soit fonctionne l'esprit, soit comment la réalité se joue. Et donc, quand on est en porte-à-faux avec la réalité, ben, ça génère des réactions contre-productives et donc ça génère énormément de souffrance. Donc finalement, j'ai listé comme ça, du fait de mon expérience à la fois d'être humain et aussi de clinicien, les 15 distinctions qui me semblaient être les plus immédiates et les plus essentielles, en fait, et que je m'entends très souvent discuter dans le cadre d'entretiens avec mes patients.
Voilà, alors bien évidemment, il y a une colonne vertébrale qui permet de lier toutes ces distinctions. C'est le modèle de la thérapie d'acceptation et d'engagement dont on parle depuis tout à l'heure. Mais donc voilà, donc j'ai listé comme ça. Donc c'est par exemple la différence entre les pensées et la réalité, entre le courage et l'absence de peur, entre la tristesse et la dépression, entre le fait de prendre soin de soi et d'être égoïste, entre les valeurs et les objectifs, entre une décision et un choix, entre la religion et la spiritualité, entre tout un ensemble de notions qui méritent d'être un petit peu discutées les unes en regard des autres pour pouvoir voilà, trouver finalement une lecture plus claire de ce que je vis, de comment ça se joue en moi et du coup de comment répondre à tout ça. Merci beaucoup. Alors moi j'adore ce mot de nuance. Moi, dès que je lis le mot nuance, il y a le mot douceur qui vient. Et- ouais, c'est un mot doux. Euh, Ouais. pour moi, il y a vraiment, dans les différences de mots dont tu parlais, il y a quelque chose que je radote beaucoup, c'est la différence entre la souffrance et la douleur, typiquement. Ça Oui. fait partie Ouais. des grandes et par rapport à la nuance, ça me touche d'autant plus que je trouve qu'on est vraiment dans une époque, pour le coup, très binaire, très noir-blanc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant parce qu'on est dans un monde qui n'a pas de nuance. Et typiquement, les réseaux sociaux, Twitter, c'est l'opposé de la nuance. C'est jeudi blanc, jeudi noir. Et du coup, il y aura des trolls, il y aura des gens qui vont être à 100% pour moi ou à 100% contre moi. Et Oui. en fait, tout est fait pour vraiment avoir des pensées binaires, des pensées hyper simplistes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans les propositions de la logique orientale, souvent, justement, c'est beaucoup plus nuancé. Il y a le symbole du yin-yang, typiquement, où dans le blanc, il y a du noir, et dans le noir, il y a du blanc. Donc on voit bien que c'est plus nuancé. Et ça, du coup, comment toi tu abordes ça quand tu vois des gens et que tu sens qu'ils n'utilisent pas forcément le bon mot? Comment est-ce que tu arrives, j'allais dire soumettre, le verbe est un peu fort, comment tu arrives à faire cette proposition, de dire, ah attention, est-ce que vous êtes vraiment sûr du mot que vous utilisez? Et surtout de dire, oui, oui, alors j'essaye de l'amener peut-être de façon un peu immédiate, hein, comme je viens de le dire, mais aussi ce qui est un outil formidable pour pouvoir discuter de tout ça, ben, c'est justement l'utilisation de métaphores, un outil qu'on utilise énormément en thérapie d'acceptation et d'engagement. Et donc mon livre est parcouru de bout en bout par des métaphores, parce que les métaphores vont nous permettre justement de voir à quel point effectivement un concept dans une autre expérience et dans une autre situation, on va voir tout de suite la différence effectivement quoi, par exemple entre l'acceptation et la résignation. Voilà, moi j'aime beaucoup par exemple la métaphore d'un nageur qui est pris dans un courant plus fort que lui, qui consiste à dire que quand on nage contre un courant plus fort que nous, la lutte n'est pas la bonne stratégie parce que sinon je vais déployer une énergie folle et pour faire du surplace et puis à un moment je vais m'épuiser, je vais couler, donc c'est pas la bonne stratégie. Et puis si je baisse les bras et que je me résigne, je me laisse emporter par le courant et je risque de couler aussi et c'est pas la bonne stratégie non plus. Et finalement la notion d'acceptation active, c'est faire corps avec le courant, c'est-à-dire accuser réception du fait que le courant est plus fort que moi et que je peux pas aller là où je veux, mais qu'en faisant corps avec le courant, et en mettant mon énergie au bon endroit, je vais peut-être pouvoir courber la trajectoire pour arriver quelque part un peu plus loin sur la côte, pas là où je voulais au départ, mais au moins quelque part. Et voilà, avec une métaphore comme ça, je trouve qu'on voit bien tout de suite la nuance entre l'acceptation et la résignation. Et à quel point, effectivement, la lutte, et ça permet d'instiller aussi l'idée que la lutte n'est pas nécessairement toujours la bonne stratégie. Donc voilà, donc ça peut être très, très, très utile. Et donc, du coup, quand ça fait tilt et que ça permet de mettre de la lumière sur certains pièges dans lesquels on va parfois s'abîmer et s'enfermer, et plus on va lutter, plus on va s'épuiser, plus on va souffrir, d'avoir une métaphore comme ça bien sentie qui permet de mettre de la lumière sur des nuances de concept, ça peut être parfois, pas toujours, mais parfois, ça peut être salvateur. Alors ça, je t'avoue que j'adore parce que toute ma chaîne YouTube, c'est que des allégories. Donc c'est Ah, vraiment, voilà. Ouais, moi pour moi, l'allégorie, c'est aussi une manière d'être humble par rapport à des concepts un peu philosophiques, un peu compliqués. Il y a aussi le côté enfant où on raconte une histoire en fait finalement. tout On à peut le fait. faire sous forme de dessin animé, donc il y a quelque chose de très, à nouveau, de très doux, de très tranquille. Et donc ça me parle énormément. Et peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo du coup sur le courant parce que effectivement, ça peut être très imagé. Donc je te Ouais. remercie beaucoup. Est-ce que tu souhaiterais partager quelque chose d'autre par rapport à ce livre? Et est-ce que,
Écoute, en tout cas, il est traversé de bout en bout, comme je te dis, par une cohérence une base en tout cas, qui soutient tout ce livre, c'est le modèle de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc, on va retrouver vraiment ces notions de présence, d'acceptation et d'engagement. Et c'est ce que je dis à la fin de mon livre, finalement, c'est que habiter au mieux sa vie, c'est simple, mais c'est pas facile. Ça tient en trois mots, c'est-à-dire être présent à ce qu'on vit, c'est-à-dire être capable à un moment de regarder la réalité bien en face et de pouvoir faire la part des choses entre ce sur quoi je peux agir et ce avec quoi il faut faire. Accepter aussi d'être remué par ce que je vis, donc embrasser toutes les émotions et l'inconfort que la réalité peut susciter en moi, et répondre à ce que je vis en continuant d'avancer du mieux possible dans cette réalité-là en direction de ce qui compte réellement pour moi. Voilà. Présence, acceptation et engagement. Donc finalement, c'est très simple, parce que vous voyez, voilà, ça tient je l'ai déroulé en 20 secondes. C'est très simple, mais c'est pas facile. Et en fait, c'est même le travail de toute une vie. Et c'est jamais gagné cette histoire. Et c'est vraiment parce que la réalité est très dynamique, elle est tout le temps changeante, et qu'en fait, c'est un peu comme une danse, et que pour bien danser sa vie, il faut connaître quelques pas. Et pour moi, les trois pas de base, c'est la présence, l'acceptation et l'engagement. Merci beaucoup, c'est très clair en tout cas sur cette présentation. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut vraiment faire un parallèle assez direct sur les 4 nobles vérités dans le Ouais, bouddhisme, puisque finalement la première noble vérité, le monde est souffrance, bah, c'est ce que tu dis, c'est tout à d'observer fait. la réalité. La deuxième, qui est que des souffrances, il y a des causes et des conséquences, que les Ouais, souffrances ont des conséquences de causes. La troisième, c'est de comprendre que si on arrête les causes, bah, on va arrêter les conséquences. Et la quatrième qui est l'engagement, qui est OK, c'est bien beau d'avoir compris tout ça, mais maintenant il faut s'engager. Et ça demande un travail, ça demande un entraînement. Tu prenais l'expression tout à fait. entraînement tout à l'heure. Et il Tout à s'agit fait. de s'entraîner à ne pas retomber dans ces travers et qui passent souvent par un manque de présence, par des automatismes. Et donc finalement, c'est une invitation à la présence comme tu le disais, pour voir par rapport au courant, est-ce que j'ai intérêt à aller contre, est-ce que j'ai intérêt à aller de côté, est-ce que j'ai intérêt d'aller dans le même sens? Peut-être que le courant, il m'amène dans un endroit qui est super chouette finalement. Ouais, Et donc c'est amener de la lucidité. Et je trouve ça très intéressant de voir que aujourd'hui, finalement, notre époque moderne a redécouvert ça tout à fait. avec la science, avec du pragmatisme, avec des études, et du coup a intégré complètement les outils de méditation. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, et il ne s'agit pas, comme ça c'est très juste, il ne s'agit pas de l'avoir compris intellectuellement. En fait, c'est vraiment aussi, et c'est ce que je dis tout le temps, moi, c'est que c'est un apprentissage et c'est un entraînement, en fait, hein. Il ne suffit pas d'avoir compris comment on fait de la danse. Après, il faut apprendre et s'entraîner. Alors, je sais de quoi je parle parce que je suis un danseur catastrophique, mais voilà, donc, voilà, c'est un apprentissage et c'est un entraînement. Donc, Et qui passe par le corps. Et tu prenais l'exemple de la danse, passe par le typiquement. corps. Tu peux Ouais, lire, 1000 bouquins sur la danse et même regarder des vidéos sur la tout à danse. fait, Si tu l'incarnes pas dans ton corps, tout à ça fait. sert à rien. Parce que Ça souvent, aussi, la ouais, méditation, on a tendance à penser que c'est quelque chose d'un peu cérébral. Tu sais, on a oui. tendance à penser que c'est plutôt là-haut. Alors que Oui, finalement, c'est très en rapport avec le corps. oui. Et c'est aussi un moment intégré, ça aussi, ça a été un grand moment clé, c'était de comprendre que l'intelligence n'est pas que langagière. C'est-à-dire que on réfléchit beaucoup dans notre tête avec des mots, mais en fait, il y a plein de choses qu'on capte et qu'on intègre autrement que par le langage, en fait, hein. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et l'expérience, c'est dans notre corps qu'on la vit. Et effectivement, on dit, bah, par exemple, si je prends une autre image, c'est de dire, pour apprendre à nager à quelqu'un, on peut lui montrer des diapos sur comment on nage pendant des jours. Il y a un moment, ça ne vaut pas d'aller passer 15 minutes dans l'eau parce qu'on va capter à travers l'expérience quelque chose qui est impossible à transmettre avec le langage. Et donc, à un moment, juste de comprendre que l'intelligence dépasse nos capacités juste intellectuelles et langagières. On a sacralisé la pensée. Mais en fait, la pensée n'est qu'une partie de notre intelligence. Donc renouer aussi avec, parce que très souvent on oppose, on se dit, bon, oui, le corps, ok, bon, mais non, non, le corps est une véritable source d'apprentissage et s'en couper, ce n'est pas du tout une bonne idée. Et d'ailleurs, c'est le corps qui est un capteur de douleur et c'est le mental qui rajoute de la souffrance. Absolument. Absolument, parce qu'après, on s'embarque dans des stratégies de lutte contre-productives dont le point de départ, c'est le mental. C'est le mental. Eh ben, un grand merci. Alors, je vois qu'au niveau temps, là, on a déjà un peu dépassé. Est-ce que tu veux prendre encore 5 minutes pour parler de ton activité d'accompagnement pour les soignants, prendre soin des soignants?
Oui, 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 ben, dans l'hôpital dans lequel je travaille, donc j'ai réussi à mettre en place une étude pilote qui s'adressait le point de départ, c'était pour les patients en fait, hein. Je voulais proposer un programme qui soit un programme original de méditation et d'outils ACT et qui soit un programme qui soit pas un modèle en 8 semaines comme on a l'habitude de nous les apprendre. Parce que ben, les patients, moi, auxquels je m'adresse, c'est des patients soit qui on vient d'annoncer qu'ils souffrent d'un cancer, soit qui commencent des soins. Donc, faut voir le stress que ça génère, hein. Je veux dire, d'apprendre qu'on a un cancer ou de commencer des chimiothérapies ou la chirurgie. C'est des moments extraordinairement stressants. Et donc, pour pouvoir transmettre quelque chose d'immédiatement utile, mais qui soit pas non plus trop rigide, et de toute façon, un apprentissage en 8 semaines chez ces patients-là, c'est juste pas opérant, c'est pas faisable, parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup trop de choses à faire, et en plus, c'est pas du tout le bon moment. L'intensité du stress est telle que c'est pas du tout le bon moment de se lancer dans un apprentissage formel de la méditation. En revanche, je trouve que c'est très très pertinent d'amener des outils qui s'inscrivent dans cette ambiance-là, mais qui vont être beaucoup moins confrontants, beaucoup moins formels, beaucoup plus ciblés, avec aussi peut-être plus d'explications sur les processus, à quoi ça sert et comment je m'en sers. Et donc, mon souci, c'était de proposer un programme avec des pratiques méditatives, mais qui étaient beaucoup plus ciblées, beaucoup moins confrontantes, et plus, avec beaucoup d'apports théoriques. Et donc, du coup, j'ai créé un programme qui s'appelle Maeva pour méditation, acceptation et engagement en direction des valeurs. Donc, on l'a fait tourner. Donc là, on est en train d'analyser les données, mais les résultats sont très bons, même au-dessus de ce qu'on attendait. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce que je pense que je vais pouvoir implémenter ce programme-là dans l'hôpital où je travaille de façon durable. Mais alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que tout de suite, les collègues à qui je l'ai présenté, tout de suite m'ont dit, et pour nous, est-ce qu'on pourrait aussi bénéficier de ce type d'intervention? Et alors, l'idée a fait son chemin, et donc du coup, là, on va proposer le programme Maeva aussi pour les soignants, et on va l'implémenter donc du coup dans l'hôpital où je travaille. Et je suis ravi de faire ça parce que finalement, ben, tout ce dont on vient de parler marche dans un contexte de soins, mais marche pour n'importe qui dans n'importe quel contexte, parce que ce sont des processus extrêmement transversaux et qui vont s'attaquer à des problématiques qui sont tout le temps là. Qu'on soit malade ou pas, de toute façon, on est tous, comme on disait, on est tous humains, on a tous des émotions, on vit tous du stress, et finalement, on a tous à gagner à apprendre des modèles et des approches et des pratiques qui nous aident à bien répondre et à bien gérer. Donc voilà, donc finalement, le programme Maeva, il peut aussi bien s'adresser aux soignants, enfin aux patients qu'aux soignants. Après, l'étape d'après, ça sera sûrement aussi de le proposer aux aidants. Et voilà, et puis de voir. Alors après, on est aussi dans. Ce qui est très bien, c'est que je suis dans un bain où on a le souci vraiment d'étudier et de valider ce qu'on fait. Donc voilà, donc on est toujours aussi connexe avec des évaluations, des échelles psychométriques. Et voilà, et puis je te ferai signe quand l'article, j'espère que l'article va pouvoir être proposé dans les 2, 3 mois à venir. Et voilà, dès qu'il est publié, je te le transmettrai. Avec grand plaisir. Et j'espère que ça donnera lieu à un livre à terme et pour partager un peu Ouais, on verra. On va souffler un peu. Un immense merci. Est-ce qu'au niveau du temps, est-ce que tu as envie de guider une toute petite pratique de 3, 4 minutes? Ou on est trop Ouais, court? ouais, alors moi, la pratique que j'aime bien, parce que je trouve que c'est celle que je transmets beaucoup à travers le programme Maeva. Alors peut-être d'une façon un peu différente, mais moi j'aime bien l'amener aussi de la façon dont je vais te parler. C'est parce qu'au départ, je l'avais modélisé comme ça. C'est en fait, c'est une version un peu personnelle de l'espace de respiration qu'on utilise dans le programme MBCT, c'est-à-dire une sorte de mini-méditation mais qui va capter en fait finalement toute la philosophie de l'approche méditative dans une perspective de régulation du stress telle qu'on l'utilise dans les programmes de méditation à destination des patients. Et donc donc c'est l'exercice des 5 R. Donc ça m'avait permis de faire un petit jeu de mots dont j'étais très fier, mais les gens sont un peu gênés pour moi quand je le dis. Je disais c'est les 5 R à pratiquer quand on a besoin d'air. Voilà. Donc moi je suis très très content de mon jeu de mots. C'est pas grave si ça fait rire personne. Bah, c'est Voilà. mémotechnique, c'est très bien. Oui, voilà. Donc le premier R, donc je vis un moment stressant. Mais à ce moment-là, finalement, ben, la bonne idée, c'est de pratiquer l'exercice des 5 R. Donc, le premier R, c'est pour ralentir.
on ralentit, on se pose. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas se faire emporter tout de suite dans un réflexe de lutte ou d'évitement avant même de savoir de quoi il s'agit. Le deuxième R, c'est pour regarder concrètement quelle est la situation, quelle est la réalité de la situation et quelle est mon expérience, quelles sont mes pensées, mes émotions, mes sensations. Le troisième R, c'est pour respirer. Alors pourquoi on va sur la respiration à ce moment-là? Parce qu'en fait, même si j'ai la présence d'esprit de ralentir et d'observer ce qui se passe, très vite, la tendance du mental à vouloir agir impulsivement peut m'emporter. C'est pour ça qu'en fait, le troisième temps, c'est on va se centrer sur la respiration comme ancrage pour ne pas se faire emporter dans le flot de mes pensées ou de mes impulsions. En fait, c'est un temps de stabilisation. Et sur ce temps-là, on prend le temps qu'il faut pour accéder à un tant soit peu de stabilité. Le quatrième R, c'est pour reconnaître ce qui est en train de se jouer et où est-ce que j'en suis moi émotionnellement à ce stade-là. Donc c'est un moment où on va élargir le champ de l'attention à l'ensemble du corps. Voilà, on n'est plus que sur la respiration, on va ouvrir à tout le corps. Et puis, et voilà, et actualiser où est-ce qu'on en est émotionnellement. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, on peut aborder le cinquième R qui va consister en fait à répondre au lieu de réagir automatiquement, c'est-à-dire choisir ma réponse plutôt que de me faire emporter par un réflexe de lutte ou d'évitement et après de me rendre compte que finalement ma réaction a joué contre moi. Voilà, donc les 5 R, à nouveau, hein, et si je résume l'exercice en deux mots, si je simplifie à outrance ce que je viens de dire, ça tient en deux mots. C'est un, j'observe et deux, je réponds. Un, j'observe et deux, je réponds au lieu de réagir automatiquement. Et si je ne sais pas quoi faire, je reviens à la respiration. Voilà, je peux pas faire plus simple que ça. Et en même temps, c'est pas facile parce que quand on est pris dans un moment difficile, un moment de stress à gérer, c'est la dernière chose à laquelle qu'on a envie de faire, c'est de ralentir. Et pourtant, c'est vraiment, vraiment salvateur. C'est pour ça qu'on dit entraînez-le au calme pour que ça devienne suffisamment familier pour que le jour où vous êtes dans le dur, vous puissiez y avoir recours et que ça soit suffisamment familier pour que vous puissiez un petit peu le dérouler. Si vous vous dites j'ai compris et que vous attendez d'être mal pour le faire, ça ne marchera pas. Donc à nouveau, c'est un apprentissage et c'est un entraînement. Un immense merci François pour tous ces partages, c'est passionnant. Moi, je pourrais discuter pendant des heures avec toi, c'est vraiment passionnant. Un immense merci. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose, une graine que tu souhaiterais planter dans l'esprit des auditeurs et des auditrices qui t'écouteront? Ben, donc, dans mon dernier livre, Nuance, donc vraiment, je parcours tout un ensemble de notions jusqu'à arriver à la question de la spiritualité. Et finalement, donc moi, alors voilà, je fais la nuance entre la spiritualité et la religion, parce que donc moi, je suis pas croyant, mais ce qui ne veut pas dire que je crois que de ne pas croire soit plus rationnel que de croire. Mais bon, voilà, je suis pas croyant, je suis fait comme ça. Pour autant, je suis très content d'avoir une vie spirituelle. Voilà, alors ça, bon, pareil, on pourra en parler pendant longtemps. Mais et je crois que quelque chose quand qu'on y arrive à travers un système religieux ou un système voilà, sans Dieu, purement athée, comme c'est le cas pour moi, finalement, en tout cas, ça a été mon cheminement, c'est d'arriver à la conclusion que un des messages les plus importants peut-être à transmettre à nos enfants, c'est de servir leurs valeurs et pas leur ego. Servir leurs valeurs et pas leur ego parce que finalement, le meilleur moyen d'être malheureux, c'est d'essayer de protéger quelque chose qu'on estime être notre identité fondamentale ou être nous. Mais de nous, il restera absolument rien une fois qu'on sera parti d'ici. Notre temps sur Terre est très court et sur une échelle de temps suffisamment longue, et d'ailleurs pas si longue que ça, il ne restera absolument rien de nous. Par contre, si on a mis notre énergie au service de nos valeurs, je crois que ça nous permet de produire un peu de lumière. Et la lumière, elle continue toujours d'avancer. C'est d'ailleurs ce que nous disent finalement les étoiles, hein. C'est-à-dire que parfois, on dit une étoile, c'est un soleil très lointain. Et parfois, donc, il arrive qu'on voit la lumière qu'a produit l'étoile des années après qu'elle l'ait produite. Et parfois même, l'étoile s'est éteinte, mais on la voit briller. C'est-à-dire qu'en fait, on voit quelque chose à travers la lumière qui a été produite, mais ce quelque chose n'est plus. Et donc, ce quelque chose n'est plus, mais la lumière continue toujours d'avancer et elle continuera au-delà de nos yeux. Et je trouve que ça, c'est un joli message, c'est de dire, essayez de produire de la lumière parce que c'est tout ce qui continuera au-delà de nous. Et donc, servir nos valeurs et pas notre ego.
Eh ben, c'est magnifique, un grand merci. Est-ce qu'on peut dire, comme on joue un peu avec les mots, est-ce qu'on pourrait dire que l'ego, c'est un peu notre partie mammifère et que les valeurs, c'est notre âme, notre partie spirituelle? Je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais je dirais que en tout, c'est peut-être notre partie, l'ego, c'est peut-être notre partie très humaine, hein. C'est-à-dire, je ne sais pas si les animaux ont beaucoup d'ego, mais en tout cas, je pense que l'ego est un effet secondaire du langage et de notre capacité à parler, en fait. Et c'est, en fait, pour moi, en tout cas, l'ego, c'est la définition que l'on a de soi, c'est-à-dire tous les mots qu'on va employer pour se définir. Et en fait, il y a un moment, on se confond avec ça et on se comporte en conformité avec ça. Et finalement, on devient ce que notre tête dit de nous, en fait. Hmm. Et si par exemple, j'ai la pensée que je ne suis pas du tout doué socialement, alors qu'une de mes valeurs, c'est d'être ouvert, chaleureux et amical, si j'écoute ma pensée qui me dit que je ne suis pas doué socialement, ben, je ne vais pas du tout aller me chercher à me lier aux autres ou à répondre à des invitations parce que ben, je vais chercher juste à me comporter en conformité avec les définitions que j'ai de moi. Et finalement, je deviens ce que ma tête dit de moi, savoir que je ne suis pas doué avec les autres. Alors que si j'arrive à me dire non, je vais servir plutôt ma valeur qui est d'être chaleureux, amical, ouvert, même si j'ai la pensée que je ne suis pas doué avec les autres et que cette pensée suscite en moi de l'angoisse, avec ça, je vais quand même essayer de fournir un effort pour les servir mes valeurs. Ben, c'est comme ça que finalement, ben, je vais peut-être commencer à nouer des relations, à avancer sur le chemin d'une vie qui a du sens pour moi et à produire de la lumière. Eh ben, je n'ai rien à ajouter. Un immense merci François, un grand merci pour ton temps et c'était Merci à vraiment toi, Franck. passionnant. Et j'aime beaucoup cette idée de terminer sur la spiritualité. Je sais que tu fais aussi des ateliers liés à la spiritualité. Si ça intéresse des gens, voilà, je les invite à aller sur Internet pour regarder un petit peu ce que tu fais. Et j'ai eu la chance de faire un atelier lié à la spiritualité avec toi et c'était passionnant. Un immense merci et je te souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et à très bientôt pour ton étude. L'étude sur, comment elle s'appelait? Maïva, Maïva. Maëva. Un immense Merci à merci. toi.